Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes mercredi le 6 janvier 2021. Alors ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait une petite analyse des conférences de presse que nos chers gouvernements donnent habituellement quand ils ont des mauvaises nouvelles à nous apprendre. Alors, on a su hier via les journaux que, regardez, on s'enlignait sur des confinements, blablabla. Donc, toutes les informations déjà coulées. Fait qu'on savait déjà le punch avant même qu'il nous soit dévoilé. Mais c'est pas grave, regardez, on va l'entendre de la bouche directement de Néandertalien Legault, de Himmler-Dubé et de Horacio Arruda. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux en profiter, étant donné que c'est ma première conférence de presse du début de l'année, pour souhaiter à tous les Québécois une bonne année 2021. Évidemment, se souhaiter de la santé, c'est plus approprié que jamais. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est d'être capable, d'ici à la fin de l'année, de revoir nos familles élargies, nos amis. Donc, moi, le premier, je m'ennuie des vendredis soirs, un bon souper avec des amis ou avec les beaux-frères, les belles-sœurs. Donc, on se souhaite tous d'être capables, d'ici le mois de décembre, de recommencer à pouvoir les voir et puis avoir une vie, entre guillemets, un petit peu plus normale, même si ce qui est arrivé avec la pandémie va changer pour de bon. Beaucoup de choses dans nos vies, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la première affaire que j'ai remarquée quand que la conférence de presse a commencé, c'est la bonne humeur de François Legault. Écoutez, moi, je vois pas vraiment trop c'est quoi les bonnes nouvelles qui sont là-dedans. Je peux bien comprendre qu'il veut essayer de nous souhaiter des affaires, mais selon moi, dans les circonstances, là, il aurait pas dû rien dire de ça. Puis surtout pas arriver avec un espèce de gros sourire en pleine face, là, alors que, écoutez, là, on parle de dizaines de milliers, si c'est peut-être pas même des millions de Québécois qui vont souffrir maintenant d'un confinement qui va durer au minimum un mois, sans parler de tous les commerces qui vont aussi subir tout ça. Et bon, alors c'est ça. Fait qu'on a ici un Néandertalien Legault qui est encore là complètement déconnecté de sa population, qui est en grande forme, incroyable. Évidemment, la dernière année n'a pas été facile. On a mené... non, la dernière année n'a pas été facile, mais... de notre vie et... La bataille de notre vie. Une codémie, les amis. C'est ça la bataille de notre vie au Québec. Ça veut-tu dire qu'il n'y a jamais rien eu de grave au Québec? Malheureusement, cette bataille-là n'est pas finie. Et on va se dire la vérité, au cours des dernières semaines, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter. Oui, l'académie, on sait. Le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, grave. Bon, critique grave. Alors, là, il y a plein de blabla, ça sert absolument à rien. Par contre, écoutez, moi, je vais vous emmener directement à la période de questions, parce que c'est vraiment là qu'il y a eu des bouts que je considère plutôt pertinents, si on peut dire, parce que là, ce qu'il nous dit là, ça sert à rien, tout ce qui ferme, puis les cochonneries, regardez, on le savait déjà, en fait, là, mais c'est vraiment pendant la période de questions qu'il y a eu des petits bouts un petit peu plus piquant, je vous dirais. Alors, passons directement à ce bout-là. Alors, juste un petit bout, pas long non plus, parce que, regardez, encore là, c'est une autre patente qui est pas du tout importante, là, mais là, on a ici Himmler-Dubé qui nous fait son show de boucan, là, pour nous parler de la campagne de vaccination. Alors, on va l'écouter un petit peu, là. Je sais que ça vous intéresse pas, mais c'est pas grave, justement, on va faire exprès de l'écouter parce que ça nous tombe ses nerfs, puis on sait que ça sert à rien. Mais c'est pas grave, ça fait partie des conférences de presse. Puis, regardez, ces gens-là, ils sont là pour faire leur show, hein, comme on dit. J'aimerais vous résumer ici. Je ne sais pas si à la télévision, vous êtes capable de le voir, mais je vais essayer de révéler les quatre grandes composantes.
La première, j'aimerais réitérer le point que le premier ministre a fait. Toutes les doses que l'on va recevoir vont être vaccinées dans les jours qui vont suivre parce qu'on est capable de faire, puis je le répète, là, une expérience qu'on a de l'influenza, on est capable de vacciner en ce moment avec l'équipe 250 000 personnes par semaine. Alors, ils peuvent en envoyer des doses au fédéral, on est capable de les prendre. Alors, on voit pour eux que le vaccin, c'est vraiment une affaire ultra importante. Donc là, regardez, je vous stoule pas le punch maintenant, mais après la conférence de presse, la seconde partie de ma vidéo va être en rapport avec la dernière vidéo que le professeur Didier Raoult a donnée. Donc, je vais vous donner une couple de petites affaires importantes, puis aussi un très bon bout, très pertinent qui parle là au niveau de la vaccination. Alors, vous, là, ici, là, vous considérez que la vaccination, c'est ultra important, ça va sauver le monde, ainsi de suite. On va voir en deuxième partie qu'est-ce que le professeur Didier Raoult en pense. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. Alors, ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc, c'est une question de Sébastien Bovet de Radio-Canada. OK? Honnêtement, là, quand j'ai écouté ces questions, j'ai comme fait OK. Alors, on écoute ça tout de suite. Très bien. Excusez-moi, j'étais sur mute. C'est un classique de 2000 ans. J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Pourquoi menacez-vous les promeneurs du soir d'amende de 1 000 à 6 000 $? Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre la COVID? Alors, vous avez compris la question. Quelle est la science derrière les couvre-feux? La réponse de Horacio Arruda, les amis. Les mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Avez-vous entendu ça? Les mesures sont cumulatives, mais il n'y a aucune science qui va être capable de vous confirmer l'efficacité des mesures. Voulez-vous qu'on le réécoute? J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Les mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Bon, il faut comprendre que, puis là je tiens à le dire, s'il y a eu autant de cas qui se sont maintenus, on a réussi à stabiliser avec une croissance maintenant qui est en train de monter rapidement, c'est qu'il y a eu des rassemblements, il y a eu des contacts. Là, OK, donc, il n'y a absolument aucune science derrière leurs mesures sanitaires, OK? Par contre, ils sont capables de donner leur avis sur l'histoire des rassemblements sans avoir pas plus de science non plus, là. Vous comprenez? C'est ça, là. À un moment donné, c'est 1 + 1 + 1. Fait que s'il n'y a pas de science d'un bord sur les mesures sanitaires, il n'y a pas plus de science l'autre bord sur l'histoire de rassemblement. Comment est-ce que vous voulez qu'ils calculent des affaires de même? C'est complètement impossible. Alors, c'est ça, le gouvernement, depuis le début. C'est du n'importe quoi. Nous savions très bien que ça n'était qu'une question de décision politique. Au moins, gardez, là maintenant, on en a une autre preuve, parce que c'est une preuve par-dessus tant d'autres, mais il y a des gens qui ne nous croient pas encore, puis là, ben gardez, ça sort de la bouche même, de l'aveu même d'Arruda, là. je pense qu'il faut être au clair avec ça, là. Puis là, notre objectif n'est pas de critiquer, de pénaliser ou etc. D'ailleurs, je vais en parler tantôt pour la question des gens qui ont des symptômes qui doivent se présenter. Le couvre-feu, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un signal, mais aussi il permet de diminuer les activités et les possibilités de contact qui peuvent continuer à partir d'une certaine heure. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Mais à un moment donné, il faut être capable de faire des mesures qui, ensemble, vont diminuer la probabilité de rassemblement ou de contact. Il n'y a pas plus de science pareille, mon ami. Si tu me dis qu'il n'y a pas de science derrière le masque, si tu me dis qu'il n'y a pas de science derrière la distanciation sociale, si tu me dis qu'il n'y a pas de science derrière le confinement, si tu me dis qu'il n'y a pas de science derrière le couvre-feu, si tu me dis qu'il n'y a pas de science derrière les rassemblements, ça veut dire qu'il n'y a aucune science nulle part. Fait que si c'est 0 + 0 + 0 + 0, ça donne toujours quand même 0. Quand bien même que vous accumulez tous les zéros que vous voulez, ça donne 0. OK? Fait que là, pour les gens qui sont encore bouchés partout, ben là, si vous ne comprenez pas encore des affaires de même, puis vous continuez à défendre le gouvernement,
Mais regardez, de toute façon, on le sait qu'il n'y a déjà plus rien à faire avec vous. Mais nous, ben, c'est parce que nous, on le sait. Puis après ça, on vous regarde, là, que vous êtes bouchés de partout, puis vous comprenez pas que 0 plus 0, ça donne encore 0. Ben là, arrêtez de nous traiter d'innocents, là. Les gens, pendant le temps des fêtes, ont probablement pas fait de gros parties, mais tout le monde s'est donné des rassemblements avec des petites familles, le beau-frère, l'autre jour un autre. Et cette somme-là entraîne énormément d'effets. Il n'y a encore aucune science derrière ce que tu dis, Arruda. Tu comprends-tu ce que tu viens de dire? Déjà en partant, tu t'es complètement décrédibilisé en nous avouant encore qu'il n'y avait aucune science derrière tes affaires. Donc, ce que tu fais là présentement, ce n'est que de la spéculation. C'est complètement... en anglais, ils disent « irrelevant ». OK? Ça veut rien dire qu'est-ce que tu dis. Un petit nombre va entraîner beaucoup de cas. Et à cause de la transmission communautaire qui est partout actuellement, c'est encore plus significatif. J'aimerais quand même profiter du fait que je parle pour vous dire une chose. Les gens ont diminué la distanciation, portent le masque de moins en moins bien, se lavent de moins en moins les mains. C'est quoi la science en arrière de tout ça? On n'aura pas la réponse. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle est la réponse? Il n'y en a pas de réponse, c'est pas vrai. Il faut recommencer ça comme on l'a fait au printemps de façon intensive. Si vous avez des symptômes, actuellement, il n'y a pas de grippe au Québec. Il n'y a pas de grippe au Québec. Selon les statistiques de l'INSPQ, qui ne sont plus comptabilisées pour l'influenza. Mais là, vous venez me faire à croire qu'il n'y a plus de grippe au Québec. Ben non, il n'atteste plus l'influenza au Québec. Fait que c'est normal qu'il n'y a plus de grippe au Québec. Vous la comptabilisez plus. Mais c'est pas vrai qu'elle n'est plus là. J'ai encore vu passer, il y a un article il n'y a pas longtemps qui disait que 50% des gens qui allaient se faire tester, c'était des symptômes d'influenza qu'ils avaient. Puis lui vient de nous dire complètement le contraire, là. Mais encore là, Arruda n'est pas un scientifique. C'est un bullshiteux qui nous raconte toujours n'importe quoi. Mais l'académie, c'est important de la maintenir. Fait que c'est pour ça qu'ils nous disent n'importe quoi. Qu'il y a personne qui... Il y a plein de monde qui comprend rien. Puis c'est ça que ça donne en bout de ligne. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. On vous demande de vous isoler rapidement, d'aller passer un test, parce que là, on sent que les gens ne viennent plus passer un test, et Pourquoi que les gens veulent plus passer de test? Ben, il va le dire. d'attendre des résultats de santé publique. Si les gens de santé publique vous appellent pour vous demander si vous avez eu des contacts, il y a des gens actuellement qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur qu'on les déclare à la sécurité publique qui vont payer une amende. On n'est pas là pour vous chicaner ni pour vous embêter. On est là pour baisser le cycle Non, vous êtes là pour nous faire chier. Ça, c'est le cas, par exemple, oui. de transmission. Donc, c'est un devoir actuellement de prendre la distanciation, de porter le masque, de faire l'hygiène, de respecter toutes les consignes et de collaborer avec la santé publique pour qu'on puisse casser le cycle de transmission. C'est une question de vie, de mort, de maintien de soins. On ne veut pas arriver à ce que des gens meurent par infarctus parce qu'ils n'ont pas été accédés à l'urgence ou quoi que ce soit. Là. Je vous en prie, c'est très sérieux. Et heureusement, le vaccin est là pour nous aider, comme disait le ministre. On voit cette fois-ci de l'espoir par rapport à ça. On va protéger nos aînés, on va protéger nos travailleurs de la santé, mais de grâce, faites votre effort. Sais-tu quoi, Arruda? Il n'y a aucune science non plus en arrière de ton vaccin, puis je vais te le prouver tantôt. Maintenant, pour M. Dubé, les spécialistes en immunologie disent que vous devriez faire marche arrière pour donner la deuxième dose du vaccin selon le calendrier des fabricants. Il y a des enjeux éthiques qui sont soulevés, des enjeux aussi par rapport à la mutation du virus pour s'adapter au vaccin. Est-ce que, à la lumière des nouvelles informations, vous pourriez, d'une part, revoir votre décision, puis d'autre part, est-ce qu'elle serait la même si le système de santé n'était pas en ce moment au bord de la rupture? Alors, regardez, la fille a parlé de mutation du virus, OK? Parce qu'on sait très bien que depuis le début de la pandémie, OK, de ce printemps, la COVID-19 a disparu. OK? Et maintenant, elle a muté, c'est devenu un mutant. Alors, depuis l'automne passé, c'est un mutant qui circule présentement. Et les vaccins, ils ont été développés en fonction de la première souche du virus du printemps passé, OK?
Alors, c'est bien certain qu'on n'est pas certain que, justement, le vaccin va être efficace sur cette souche-là. Alors ça rouvre un petit peu la porte sur, justement, la deuxième partie de ma vidéo où ce que Didier Raoult va justement parler de ce genre de choses-là. Mais là, tout ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que, regardez, de toute façon, là, il n'y a pas eu réponse à la question. Alors, je vais vous la sauver parce que, regardez, ça ne donne rien de perdre du temps là-dedans. Mais évidemment, ils n'ont pas du tout répondu à la question. Une autre question qui vaut la peine d'être écoutée et aussi la réponse. Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Fantastique. Alors monsieur le Premier ministre, ma première question, si j'ai bien compris, le couvre-feu va être imposé dans l'ensemble du Québec. Or, la situation de toutes les régions n'est pas la même. Sur la Côte-Nord, par exemple, j'ai remarqué qu'au cours des 3 derniers jours, il y a juste eu un seul cas de contamination à la COVID-19 qui s'est ajouté. Alors, pourquoi ne pas procéder région par région selon leur situation particulière? Bon, la seule région qui va être exclue, c'est le nord du Québec. Quand on regarde les différentes régions actuellement, puis qu'on regarde les capacités hospitalières, on considère qu'il y a du risque actuellement dans toutes les régions. Donc, on ne considère pas qu'il devrait y avoir des mesures différentes, sauf pour le nord du Québec. Alors, c'est bien sûr que dans le Québec, il y a plein d'affaires, mais là, la fille nous parle d'un cas spécifique, Côte-Nord. Un seul cas dans Côte-Nord. Il considère que tous les hôpitaux sont exactement au même pied d'égalité, qu'ils ne sont pas capables de soigner personne. Donc, les gens de la Côte-Nord, il y a un seul cas, pas grave, on vous pénalise comme tous les autres. Mais encore là, de toute façon, vous le savez, il n'y a aucune science derrière les décisions politiques du gouvernement. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, on est tous innocents. Oui. Bon, d'abord, oui, vous avez raison. Il y a plusieurs travailleurs, par exemple les travailleurs du secteur des transports en commun, qui travaillent après 8 heures, qui vont pouvoir circuler après 8 heures PM. Pour l'instant, il n'y a pas de document, mais on travaille actuellement à mettre en place un document pour faciliter le travail des policiers. Mais dès samedi, les policiers vont pouvoir arrêter des personnes qui circulent après 8 heures puis leur poser des questions. Alors, si vous avez le malheur de vous promener après 8 heures, que ce soit à pied ou que ce soit en voiture, attendez-vous à ce que les policiers qui se promènent en auto vont vous arrêter systématiquement. Ils vont pas passer à côté de vous en vous ignorant, là. Ils vont, toutes les personnes qui vont voir passer, ils vont arrêter, puis ils vont demander comment ça se fait que vous vous promenez. Puis si vous n'avez pas de bonne raison, ben vous allez pogner une étiquette. Fait que, il n'y a même plus besoin de barrage routier à ce moment-là, là. Alors, si vous, regardez, si vous avez à vous promener sur l'autoroute, vous allez vous faire arrêter par la SQ. Si vous promenez dans votre ville, ça va être vos policiers de la ville qui vont vous arrêter. Fait que ceux qui viennent me dire qu'après ça, qu'on n'est pas dans un état policier, non, il faut sauver les plus vulnérables. Ouais, ben on va en parler tantôt de vos plus vulnérables. Mais le deuxième graphique, je pense qu'il est très important à faire le lien, c'est de comprendre que la catégorie de 20% de la population, je reviens au chiffre que le premier ministre a dit, regardez le changement de couleur ici. Donc, je vous ai dit tantôt, les 65 ans et plus, qui représentaient à peu près 20% des personnes qui sont contaminées, représentent environ 80% des personnes qui sont à l'hôpital. Voilà. Alors, nous sacrifions le Québec au complet. Tous les 64 ans et moins, nous les sacrifions pour ces personnes-là qui sont en fin de vie et qui se ramassent à l'hôpital. Mais on pénalise tout le monde. Au lieu de faire des mesures ciblées pour les personnes vulnérables qui se retrouvent à l'hôpital, mais non, tout le monde doit payer pour ça. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont majoritairement toutes retraitées. Ils n'ont pas besoin de se déplacer autant qu'un travailleur de ça, mais non. Il faut qu'on pourrisse la vie de tout le monde pour ces gens-là. Alors, on le sait que c'est qui est dans les hôpitaux. C'est pas des personnes jeunes. Mais non, c'est tous des vieux. Alors, c'est ça.
Pénalisons tout le monde pour les vieux. Merci beaucoup. Super. Alors, pour le restant de la conférence de presse, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il y avait quand même le bout en anglais, là, que, regardez, à un moment donné, on voit comment est-ce qu'ils sont vraiment pourris en anglais. Ça, c'est un petit peu comique. Mais c'est pas grave. Regardez, on a déjà 30 minutes de vidéo de fête, là. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment vous montrer un vrai scientifique qui a des vraies choses à dire et qui est plus que crédible, en fait. On va entendre parler l'expert. Bon, alors, c'est pas toujours clair pour tout le monde, en fait, mais voyez-vous ici, vous avez un graphique, OK? Donc, vous avez ici, là, ça, c'est la première épidémie qu'on a eue au printemps passé. Ça se trouvait être le génome de la COVID-19 qu'on a connu au printemps. Là, après ça, évidemment, on a eu la période de l'été où c'est pour ainsi dire rien passé. Et là, on arrive à l'automne, puis voyez-vous, toutes les couleurs, là, ce sont tous les autres génomes de COVID-19 qui sont sortis, que Didier Raoult appelle des mutants, en fait, là. Mais tout ça pour dire que, voyez-vous, ça, là, c'est le génome de la COVID-19 du début. Et là, ça n'a absolument plus rien à voir, OK? Ce qui est quand même hallucinant là-dedans, c'est que, regardez, puis ça, je vous l'ai prouvé aussi, les vaccins sont tous créés en tenant compte de cette souche-là qui n'existe plus. C'est très différent, c'est pas les mêmes. Donc on a pu maintenant tracer, on voit les papiers, on a pu tracer l'origine du début de cette épidémie qui vient d'Afrique du Nord, vient d'Afrique, elle a commencé en Afrique subsaharienne, on a vraiment la séquence avec les génomes, et puis ensuite au Maghreb, et puis ensuite à Marseille, et elle n'a duré que jusqu'en juillet, et elle n'a pas diffusé hors de cette zone-là. Ça a donné des formes très peu graves, et qui n'ont pas diffusé au-delà de cette zone-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce mutant, c'était bien un mutant ou un variant, mais il était suffisamment différent pour qu'on l'identifie, et deuxièmement, il n'avait pas de vitalité. Et puis on a eu, à la fin de ça, et qui a commencé vraiment à flamber à partir de septembre, un autre variant qu'on appelle le 4, qui est celui qui a causé, vous voyez en bleu, là, qui est celui qui a causé toute l'épidémie jusqu'à maintenant et qui continue à sévir, qui cause encore par 50% des cas qu'on voit actuellement. D'accord ? Et il est extrêmement différent de tous les autres, extrêmement loin. On ne sait pas quelle est son origine, on ne sait pas comment un virus a pu apparaître la première fois avec autant de mutations différentes. Normalement, on voit des stades progressifs. Soit c'est possible au fait qu'il y ait des mutations dans les gènes réparateurs de ce virus, et donc les mutations sont accumulées, soit c'est parce qu'il a eu une période qui est complètement aveugle, où il s'est multiplié dans autre chose que l'homme, et il est possible que ce soit un de ces virus qui s'est multiplié dans les rivages de Vison. C'est possible. Parce que les premiers génomes que l'on a, qui ont été faits ici, là, en sud de la France, en Occitanie, chez nous et en Occitanie, pour les 4 premiers ou les 5 premiers, et le 6e c'était au Danemark, et le plus grand nombre de génomes que l'on a de ce génotype viennent du Danemark, qui est un des endroits au monde où il y a le plus de visons. Ils ont déjà exterminé la moitié de leurs visons d'élevage. Alors, regardez, là, c'est bien sûr que le professeur Didier Raoult, lui, il parle de la COVID-19 qui sévit présentement en Europe. Alors, c'est bien certain que la souche de virus qu'eux ont et que nous avons, par exemple, en Amérique du Nord, ben, on s'entend que ça l'a divisé aussi, là. Alors, si la COVID-19 a muté en Europe, ça veut dire qu'elle a muté chez nous aussi. Mais ça reste la même problème, là. Donc, la COVID-19 qu'il y avait au printemps passé est complètement disparue et pourtant, le vaccin a été développé là-dessus. Alors, on va maintenant passer au bout ce que Dr Raoult nous parle du vaccin. Qui ont fait une maladie dans la première épidémie et qui viennent d'en faire une avec le 4. Là. Donc, ils ont rejoué une deuxième fois avec l'épidémie. Bon, alors un petit bout quand même qui est important. Ce que vient de dire Didier Raoult, en fait, c'est qu'il parle, il confirme que oui, c'est arrivé qu'il y a... Ben, en fait, ça fait juste prouver que la COVID-19 est tellement rendue différente du printemps par rapport à maintenant que oui, il y a eu des cas de personnes qui ont eu la COVID-19 au printemps et qui l'ont réattrapé à l'automne parce que c'était pas du tout le même virus, OK? Alors, c'est ça que Didier Raoult nous confirme.
Donc, un, c'est-à-dire que c'est pas la même maladie. Deux, l'autre a disparu, celle qu'on avait eue. Deux, la première épidémie ne paraît pas entraîner une immunité totalement protectrice. Alors, la première épidémie ne donne pas une totale immunité protectrice. OK? Donc, ça veut dire que le système immunitaire, si elle a à faire face à la nouvelle COVID-19, là, qu'il y a des gens qui appellent COVID-21, peu importe, mais ça reste que, justement, donc le système immunitaire doit comme refaire des nouveaux anticorps. Fait que c'est la même affaire avec le vaccin. Le vaccin a été créé en fonction de la première épidémie. Alors, qu'est-ce qui nous prouve qu'il est efficace sur le deuxième? Hein? Concernant le vaccin, quel est votre regard sur la situation? Écoutez, les vaccins, moi là aussi j'ai écrit un livre sur les vaccins il y a un peu plus longtemps, qui a été mal compris, je le regrette, parce qu'on vit dans un monde, en particulier c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus aller sur les plateaux de télévision, dans un monde qui est trop binaire pour moi, c'est trop, est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que c'est toujours mauvais? Bon, comme il n'y a jamais rien qui est comme ça, tout est une question en médecine de rapport bénéfice-risque. Si on veut discuter intelligemment avec moi, je suis d'accord. Si c'est pour avoir des discussions avec des imbéciles qui me disent alors vous êtes pour, vous êtes contre, je ne le fais plus. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois, je suis sorti s'il y avait là aussi des gens qui me donnaient des leçons de science sur les maladies infectieuses, je suis resté un peu scotché, et avec une arrogance qui m'a laissé pantois. J'en ai vu des exemples, c'est assez extraordinaire. Donc en pratique, les vaccins font partie de notre arsenal. Certains des vaccins marchent presque toujours très très bien dans notre histoire. Ce sont les vaccins contre les toxines, tétanos, diphtérie. Ce sont les vaccins contre les maladies très immunisantes. C'est-à-dire les maladies de l'enfance qu'on ne faisait qu'une fois. Pour celles-là, on a des vaccins qui marchent très bien, qui ont toujours très bien marché. D'accord? Parce que c'est facile. L'infection naturelle donne une immunité totale et définitive. Moi, malheureusement, je suis âgé, donc j'ai fait une rougeole naturelle dans le vaccin, c'est pas la peine de me revacciner. Vous, qui avez reçu le vaccin contre la rougeole, c'est pas sûr qu'il ne faille pas vous revacciner à un moment, parce que l'immunité par le vaccin n'est pas aussi bonne que l'immunité naturelle, mais elle est bonne, parce qu'elle limite quelque chose qui existe déjà. Dans les maladies dans lesquelles il n'y a pas peu d'immunité, où l'immunité est mauvaise. Alors, ce bout-là est extrêmement important parce que là, Dr Draout, il va parler de la grippe, entre autres, et il va parler de la COVID-19, à savoir est-ce que le vaccin est efficace pour ce genre de choses-là. Et qui donne des maladies récurrentes chez la même personne. Les vaccins sont soit impossibles, soit relativement peu efficaces. Alors, ça fait partie de l'arsenal de prévention. Le vaccin contre la grippe, s'il a été éradicateur depuis le temps, on le saurait. Mais il aide, il diminue le nombre de grippes. Peut-être que dans un certain nombre de cas, on a des grippes moins graves, mais on sait bien que ce n'est pas un vaccin parfait, parce que c'est pareil, les virus de la grippe mutent, changent, que le vaccin marche de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est-à-dire que notre immunité diminue, et donc tous les 10 ans, le pourcentage de gens protégés par une vaccination contre la grippe diminue. Alors, pour les gens qui ne trouvent pas que c'est assez clair qu'est-ce qu'il a dit, OK? Donc, premièrement, il parle, entre autres, là, des personnes âgées. Plus que vous avancez en âge, moins les vaccins sont efficaces, OK? Et qui sont vraiment affectés par la COVID? Eh bien, ce sont des personnes âgées. Alors, quand bien même que vous alliez vacciner des personnes âgées, alors que les vaccins sont moins efficaces pour les personnes âgées, mais là, regardez, c'est un scientifique qui nous le dit, là. Alors, comment ça se fait que la campagne de vaccination vaccine des personnes âgées en premier? Déjà, en partant, ça n'a absolument aucun sens. Et l'autre affaire qu'il parlait aussi, c'était du fait que, justement, les vaccins pour les maladies qui mutent, ben ça, c'est pas très utile non plus. Parce que notre immunité ne réagit pas de la même manière chez nous et chez les enfants de 5 ou 6 ans qui ont une immunité d'enfer et qui ont des réponses immunitaires extraordinaires.
Donc, tout ça est compliqué. Après, donc la question qui se pose pour le vaccin, ici, comme d'habitude, et je vous le dis tout de suite, bien sûr, dès que une stratégie vaccinale sera mise en place, nous participerons ici à l'IHU à faire le vaccin, bien sûr. Il suffit de nous demander, on fait le vaccin pour toute une quantité de maladies, on fera pour ça aussi. Après, la question c'est quel est le bénéfice et quel est le risque. Et voilà. Ça, c'est une question extrêmement pertinente. 0,1% de la population au Québec est décédée de la COVID. Est-ce que le vaccin va vraiment faire baisser ça de façon significative au point où ce que ça devient nécessaire et obligatoire de vacciner une population complète, sachant qu'il y a 2,6% de la population québécoise seulement qui ont attrapé la COVID et que la majorité de ces cas-là s'en sont bien sortis pour la plupart. Et bien voilà, on continue avec notre Didier Raoult. Le bénéfice, pour l'instant, les conditions dans lesquelles il a été testé, ça correspond aux souches qui ont été testées. Est-ce que, alors que l'infection naturelle ne protège pas contre les mutants circulants, la vaccination pratiquée avec les virus qui circulaient à ce moment-là va protéger contre les virus qui circulent maintenant? Bon, alors, traduction. Pour les personnes qui n'ont pas compris, Didier Raoult vient de confirmer qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Le vaccin a été testé avec le virus qui existait au printemps passé. La question qu'il pose, c'est est-ce que le vaccin va être aussi efficace sur la nouvelle souche qui a muté? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Personne ne peut répondre à ça. Peut-être que ça diminuera la gravité, peut-être, mais je ne sais pas répondre parce que voilà, on cette sait pas. question-là n'a pas été testée. On ne sait pas. La deuxième, donc, ça c'est une chose, mais si ça peut diminuer la circulation d'un certain nombre de variants, tant mieux. On fera le point au bout d'un moment. Pour l'instant, ce point-là, on ne peut pas le faire. Et voilà. Il faut avoir du temps pour le faire. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un risque? Les risques qui ont été évalués, personnellement, je pense que la plupart d'entre eux ne présentent pas de risque à court terme. À moyen et à long terme, personne ne peut le savoir sur des formes nouvelles. Donc autant les vaccins inactivés qu'on connaît ou ceux qui sont liés aux adénovirus qui ne sont pas réplicants. Présentement, ce que Dr Didier Raoult vient de dire, il vient de parler des vaccins adénovirus, OK? Et pour les gens qui ne sont pas au courant, les deux seuls vaccins COVID-19 actuellement qui sont de type adénovirus qui circulent sont le vaccin Sputnik 5, c'est le vaccin russe, et vous avez maintenant le vaccin d'AstraZeneca. OK? Alors ça, c'est le vaccin que je vous ai déjà parlé. Donc ça, c'est un vaccin de type plus traditionnel comparativement au vaccin ARN. Puis là, regardez, je le sais qu'il y a plein de gens qui vont encore grimper après les rideaux. Là, je ne suis pas là pour vendre des vaccins. Je suis juste là pour expliquer la différence entre les deux. Et moi, je fais confiance à Didier Raoult. Si vous ne faites pas confiance à Didier Raoult, ça vous regarde, OK? Mais moi, personnellement, son avis, je le trouve extrêmement important. Et c'est pour ça que j'étais content, quand que sa vidéo est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, d'enfin avoir son point de vue scientifique à lui. OK, moi, j'avais déjà une idée, il me l'a confirmé, j'étais extrêmement content de ça. Cela, on a évalué les effets secondaires qui sont ni plus ni moins ceux des autres vaccins. Il ne s'est pas passé de choses trop extraordinaires, donc je ne vois pas trop le risque qu'il comporterait. Les vaccins avec mRNA, je suis plus prudent parce que... Là, il est en train de parler du vaccin ARN. C'est quelque chose qui est entièrement nouveau, donc quelque chose qui est entièrement nouveau, les effets à moyen et long terme, on est incapable de les prédire, on ne sait pas le faire. Donc, voilà. À choisir, je reconnais que je suis plus ouvert aux vaccins qui ne sont pas les vaccins à ARN messager qu'aux vaccins à ARN messager. C'est mon point de vue. Après. Bon, alors là, Didier Raoult, j'ai exactement le même avis que lui. Si je me retrouve coincé,
en quelque part, mal pris, puis que là, j'ai plus le choix de me faire vacciner, OK? Puis que je vous le dis, je me ramasserai pas dans un camp COVID à cause d'une affaire de vaccin. Si j'ai pas le choix, puis il faut que je me fasse vacciner, je pense exactement comme lui, je vais avoir tendance à faire confiance aux technologies qu'on connaissait déjà, les vaccins adénovirus, dans ce cas-ci, l'AstraZeneca, OK? Puis ça va être ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Donc, j'étais très content d'avoir cette confirmation-là. Vous, le restant, vous faites ce que vous voulez. OK? Votre avis, c'est votre avis, puis moi, j'ai mon avis. Ma vie, votre vie. Vous comprenez ça? Important. Le vaccin, ça ne veut rien dire. Il y a 200 vaccins qui sont en cours d'évaluation actuellement. Donc, dedans, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, il y en a qui seront plus agressifs que d'autres. Mais pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait un risque particulier ou un risque à redouter dans les médias à faire des vaccins. Donc il n'y a pas de raison de faire la guerre à des vaccins tels qu'ils existent maintenant. Il y en a d'autres qui vont arriver rapidement. Est-ce que ça est la baguette magique qui va arrêter l'épidémie? Je ne le crois pas non plus. Et voilà! Le vaccin, Didier Raoult vient de dire qu'il ne va pas nous sauver de la COVID. Vous savez, regardez, la mortalité est tellement basse, les chiffres sont tellement bas, est-ce que ça va vraiment avoir un impact quelconque là-dessus? Non. Alors, c'est ce qu'il vient de dire. Donc, je ne sais pas quantifier le bénéfice. Je sais pas. Personne ne peut. Imaginez-vous, le gars est un scientifique. Il n'est pas capable de le dire. Alors, si lui n'est pas capable de le dire, qui peut le dire? Tous les jambons qui vont parler tout le temps aux médias? Des Horacio Arruda qui l'a dit tantôt qu'il n'y avait aucune science derrière ses affaires. Alors, vous faites confiance à qui? Ben, moi, je fais confiance à lui. Un risque majeur avec ces vaccins, je ne crois pas. Après, encore une fois, on ne prédit rien du tout, en particulier sur les choses inconnues. Moi, je suis d'une prudence extrême, je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc la position de la France dans cette situation, vous voyez, j'essaie d'être objectif, même quand aucun de nous n'est parfaitement objectif. Elle n'est pas si mauvaise. Que la France y aille, mais pas en se ruant dessus avec la première génération de vaccins. Et voilà. Première génération de vaccins, Pfizer, BioNTech, Moderna, toutes ces affaires-là. Première génération de vaccins. À la limite même, le vaccin d'AstraZeneca est basé aussi en fonction de la première souche de virus. Fait que ce que Didier Raoult dit quasiment, ça serait mieux d'attendre un autre vaccin, imaginez-vous. Mais là, les compagnies pharmaceutiques ne reprendront pas encore des mois pour en développer un autre, là. Fait que, en bout de ligne, ben, tirez vos propres conclusions, mais... ça paraît dans l'état de la connaissance assez raisonnable. On va bien voir, les Israéliens en font par millions, les Américains en font par millions, les Allemands en font par centaines de milliers, et donc je finirai avec ça. Vous savez, ici c'est le pays de Pagnol, et quand Marius part sur le bateau, et son père lui écrit, et Marius est dans un bateau dans lequel on mesure la profondeur de mer. Et César dit à son fils Marius, fais attention à toi, laisse un peu mesurer les autres. Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Le petit résumé très rapide de la conférence de presse de nos amis néandertaliens Legault, Himmler-Dubé, Horacio Arruda. Et après ça, nous avons entendu parler la science concernant le vaccin, parce qu'on voit ici qu'au Québec, on ne croit qu'il n'y a que le vaccin qui va nous sauver. Et qu'est-ce que Didier Raoult a dit? Et voilà! Donc, c'est ça. Alors, on est géré par des non-scientifiques qui prennent des décisions politiques. On n'écoute pas les scientifiques, puis c'est ça que ça donne. Puis on pense là, que ça va tout régler. Didier Raoult appelle ça la baguette magique. Ben moi, je crois pas à ça, la magie. Alors, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour les personnes qui sont victimes du confinement, vous savez, on est là pour vous. Je pense que des fois, juste de nous écouter, il y a des personnes pour qui ça peut faire du bien. Vous avez l'impression de ne pas être toute seule à passer au travers du calvaire. Ben, dites-vous qu'il y en a d'autres aussi. Alors, faites attention à vous. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.